En tant que citoyens et citoyennes, nous avons acquis des codes culturels dès notre plus jeune âge qui nous permettent de faire société, c'est-à-dire de se reconnaître, d'échanger et de faire ensemble. Ces codes dépendent de médiums culturels qui ont intégré des stéréotypes de genre en leur sein et nous façonnent en tant qu'êtres humains. Dans cette troisième partie, nous vous proposons un tour d'horizon des médiums culturels qui nous entourent dès la naissance, à savoir les jeux et jouets, ainsi que les livres et les médias, mais aussi les vêtements. La question qu'il faudrait plutôt poser, c'est pas tellement quels sont les stéréotypes les plus présents, c'est comment finalement on développe aussi l'esprit critique par rapport à la question des jeux, par rapport à la question de la tenue vestimentaire. Si on peut parler par exemple d'un stéréotype prégnant encore aujourd'hui et productif d'une société ségrégée, c'est la question de l'habillement. C'est-à-dire que c'est d'abord un vêtement physique, les stéréotypes. C'est distinguer les filles des garçons par des formes de codes vestimentaires et de normes. Cette imperméabilité finalement, ou le fait qu'on décore ou qu'on habille les filles, parce que la question de la distinction, c'est d'abord du côté des filles. C'est ce qu'elles portent, elles, et ne ce que portent pas les garçons. Qui pose aussi question. Nous, par exemple, ce qu'on travaille là depuis quelques temps, et c'était d'ailleurs Nicolas Barre, qui est une grande footballeuse professionnelle qui a travaillé sur les ABCD d'égalité, qui nous avait fait remarquer ça, c'est la manière dont on chausse les enfants. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas dans cette question des stéréotypies, c'est qu'on emprunte déjà dès l'enfance le corps des filles. Donc non seulement elles décorent l'espace, elles font décoration, mais ce qu'elles portent, alors pas toutes bien sûr, mais de manière, j'allais dire, assez majoritaire quand même, ça les exclut aussi d'une forme de jeu libre et de possibilité aussi dès l'enfance d'exprimer un espace à leur corps avec les petites chaussures, avec les robes, avec les cheveux dans les yeux, enfin je sais pas, avec voilà. Donc la question des stéréotypes, elle est d'abord sur cette question-là, mais elle est aussi sur la place, sur le vêtement social. Cette question du sujet, ce qu'elles aiment jouer, ce qu'elles pensent aimer jouer, ou ce qu'on pense qu'on attend d'elles de jouer, je ne sais pas comment le dire autrement, finalement ça ne fait pas espace, d'accord ? On ne dit pas, tiens, ton jeu, donc c'est ce qu'on appelle les petits jeux de filles. On le voit bien encore, c'est les petites préoccupations des filles. Donc les petits jeux, ça veut dire que ça se met là où ça peut, ça n'a pas besoin de place, donc c'est un jugement de valeur aussi sur l'espace, mais ça aussi, ça les condamne aussi à ne pas faire nombre, en fait, de ne pas avoir une grande place tout ensemble pour leur jeu. Même si on reste dans un espace un peu ségrégué, jeux de filles, jeux de garçons, ça c'est quand même une condamnation sur leur jeu. Et aussi très vite, ce qu'on ne mesure pas, mais qui est vraiment au cœur aussi de la question de la domination ou la question féministe, c'est l'intérieur. C'est-à-dire que très vite, finalement, les petites filles, elles ont des jeux parfois organisés dedans. Et le fait de ne pas se rendre visible à l'extérieur, c'est ne pas se rendre visible pour les autres. Avant même de s'intéresser à ce que font les enfants, c'est-à-dire à leurs activités, leurs jeux et leurs jouets, la manière dont leurs corps sont habillés les oriente vers telle ou telles activités en suivant les codes du genre. Les habits, généralement choisis par les parents, surtout lorsque les enfants sont très jeunes, sont compliqués à mettre, boutons dans le dos, et les chaussures peu enclines à cambader. Cela ne peut donc pas inciter les filles à être autonomes et à courir aussi vite que les garçons, bien qu'elles en aient toutes les capacités. Voilà qui est intéressant. Et si vous avez un doute, allez au rayon habits enfants la prochaine fois que vous faites des courses et vous constaterez par vous-même cette différence flagrante entre les vêtements du rayon petite fille et ceux du rayon petit garçon. Malheureusement, notre constat ne s'arrête pas là, puisque les jouets pour enfants sont eux aussi soumis aux diktats du genre. Les activités ludiques, je pense que c'est l'un des domaines avec les vêtements qui sont le plus soumis à la binarité lorsqu'il s'agit des enfants. Il suffit d'ailleurs de rentrer dans la plupart des magasins de jouets pour se rendre compte que déjà les rayons des garçons et des filles sont bien séparés. Donc ils ont une distance spatiale, ils sont comme deux domaines qui ne sont pas censés se rencontrer.
Et puis, il y a aussi une différence qui est visuelle. On a bien évidemment la couleur bleu et rose, bleu pour les garçons et rose pour les filles, mais il y a aussi des éléments graphiques, des pictogrammes, par exemple, je sais pas, des camions ou des outils de bricolage pour les garçons ou des fusées, alors que pour les filles, on a des poupées, des couronnes ou je sais pas, des rouges à lèvres. Les robes, c'est pour les filles, les pantalons, c'est pour les garçons. Est-ce que c'est toujours vrai? Non. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Tout le monde devrait avoir le droit de pleurer, de jouer avec des poupées, de faire du sport, ne crois-tu pas? Donc là, une différence qui est vraiment très formatée et très évidente, très explicite. Et puis cette différence, on la retrouve bien évidemment aussi dans les activités et dans les jouets, dans les objets. En général, les activités qu'on considère féminines ou qu'on considère pour les filles sont des activités qui tournent autour de 3 pôles. Donc on a le soin, disons le maternage, le soin, l'esthétique et tout ce qui est maison, donc par exemple tâches ménagères. Et c'est des activités qu'on fait plutôt au calme, qui favorisent plutôt le côté abstrait, l'imaginatif. D'ailleurs, ils permettent le développement aussi d'activités langagères. Et c'est des activités qu'on fait aussi seul ou par deux, par binôme, donc on ne fait pas un groupe, et plutôt à l'intérieur de la maison. À l'inverse, les activités qu'on considère comme masculines, ce sont plutôt des activités qui sont liées par exemple à la motricité. Il y a plein de jeux à l'extérieur où les garçons peuvent, je sais pas, courir, grimper aux arbres. Donc il y a vraiment une motricité ou jouer au ballon. C'est des activités qui impliquent le corps et le développement de la motricité. Et puis c'est aussi des activités liées par exemple à la construction ou au domaine mathématique, logico-spatial on pourrait dire, et à la violence aussi. Donc je ne sais pas, les jeux avec des fausses armes, des pistolets ou des épées. Donc on voit qu'il s'agit d'activités qui sont bien différenciées. Une étude qui a permis de montrer cela et qui a été faite avec des enfants de 5 ans, c'est une étude où on demande aux enfants à 5 ans j'ai un jeu, c'est un jeu où il faut être très intelligent pour y jouer. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Et là, à 5 ans, les filles comme les garçons ont très envie de jouer à ce jeu. Et puis, quand on va voir des enfants au CP et qu'on leur repropose de jouer à un jeu où il faut être très intelligent, là, par contre, on va avoir les filles qui veulent moins y jouer que les garçons, significativement moins. Les auteurs là vont interpréter ça comme finalement une application à soi des stéréotypes. Les filles, elles se sentent moins compétentes que les garçons pour jouer à ce type de jeu. Alors on pourrait se dire que c'est déjà là au CP, mais pour autant tout n'est pas fichu. Parce qu'en fait, au CP, on a une accumulation entre à la fois le fait que les enfants connaissent déjà beaucoup de stéréotypes, et à la fois qu'ils sont encore assez rigides vis-à-vis de ces stéréotypes. Ça veut dire que les enfants, à 6 ans, ils ont encore du mal à prendre du recul par rapport à ces injonctions-là, et que par la suite, pendant l'école primaire, ils seront capables de faire preuve de plus de flexibilité, et aussi capables du coup de remettre un peu plus en cause cette norme. Et quel est le souci, le problème? C'est qu'en fait, il faut se rappeler que quand les enfants jouent, ils ne font pas que jouer, ils apprennent. Donc, ces activités ludiques, ces jeux, leur permettent de développer des compétences que, comme on a pu voir, sont bien précises, parce qu'elles sont bien différenciées. Occupation de l'espace, verbalisation, habits, jouets. Cela commence à faire beaucoup. Continuons notre tour d'horizon des vecteurs de stéréotypes de genre dans la petite enfance en nous dirigeant vers la littérature jeunesse. Une bonne partie de la littérature jeunesse est le reflet du sexisme. À partir du moment en fait, où les enfants sont des cibles à atteindre, des potentiels clients, il est parfois plus facile en fait, de faire des choses qui correspondent en fait, aux stéréotypes qui sont là depuis très très longtemps. C'est comme dans les rayons de boutiques de jouets où on va avoir les livres roses et les livres bleus pour les garçons. Le rôle du libraire, c'est d'essayer d'accompagner les gens vers la découverte d'autres livres, voilà, de défendre des livres qui sont moins grand public. Au musée de poche, il y a des gens qui rentrent par exemple en disant il faut que j'achète un livre pour ma nièce de 3 ans. Je ne la connais pas.
Enfin, pas très bien. Donc, évidemment, cette personne, elle va avoir envie de suivre quelque chose de déjà établi. Donc, elle va plutôt aller dans les stéréotypes de genre. Pas tout le monde, mais il va se dire, si je prends un livre sur les licornes ou sur les princesses, bon, il y a de grandes chances que ça marche. Et il n'a pas tort, en vrai. Mais nous, on va essayer de l'accompagner vers autre chose. Pour nous, ce qui est le plus déstabilisant, c'est quand il y a quelqu'un qui franchit la porte du musée de poche et qui nous dit « Bonjour, je veux venir acheter un livre sur les princesses ». Et voilà, on lui dit qu'il n'est pas vraiment au bon endroit, que le seul livre sur les princesses, ça s'appellera « Princesse Caca » et c'est Anouk Ricard. Et c'est pas franchement la princesse de nos rêves, et qu'elle est plutôt laide et qu'elle passe plutôt son temps à se tacher et à se recouvrir de boue. Voilà. Bon, après... Donc on essaie d'accompagner ces gens vers la découverte d'autres choses et c'est assez intéressant. Puis souvent ils suivent nos avis, ils repartent avec un livre qu'ils n'avaient pas envisagé au début, quoi. J'ai décidé de faire ce petit livre. J'ai pris comme excuse ma fille qui a maintenant 12 ans. Mais quand elle était petite, elle est rentrée un jour de l'école, elle était en CP. Et on a eu une grande discussion toutes les deux parce qu'elle était très très en colère parce qu'elle voulait jouer au foot dans la cour et qu'on lui avait interdit de jouer au foot sous prétexte qu'elle était petite et que c'était une fille. Et elle n'a pas compris. Elle était révoltée et donc je pense que je me suis emparée de sa révolte pour y mettre la mienne par-dessus. Et je me suis dit, eh ben écoute, on va réfléchir à quelque chose ensemble. Et donc, on a imaginé vraiment ce début de livre ensemble. Après, évidemment, c'est moi qui ai construit les choses. Et je lui ai dit, on va faire quelque chose et puis on va ensuite aller le présenter à l'école. Alors, dans Truc de fille ou de garçon, ce que j'ai imaginé, donc je suis partie, on va dire, d'une expérience de la vraie vie. Mais ensuite, ce que je trouvais intéressant, c'était de pointer de raconter de manière presque basique une situation et en fait de la déconstruire, de la détricoter pour montrer aussi le côté un peu absurde de la situation. Parce qu'en réalité, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on est dans des systèmes parfois complètement absurdes en fait, mais que c'est tellement intégré qu'on ne se pose plus la question. Je voulais que ce personnage soit un enfant, mais c'est vrai que moi-même, je ne m'étais pas posé la question avant d'être confrontée au choix du prénom et de le dessiner ou la dessiner. Et en fait, j'avais l'impression que si je décidais que c'était une petite fille, bah justement, on dirait qu'elle est super courageuse ou aventurière pour une petite fille, ou si c'était un petit garçon, on se dirait que peut-être c'est normal, un petit garçon dans une grotte qui vit des aventures. Et moi, ce qui était important pour moi aussi, c'est que c'était pas un livre d'aventure, c'est une journée de Maddy. Donc j'ai essayé de faire un personnage qui soit... on ne sait pas. Et les enfants avec qui j'ai fait des ateliers... des fois voit une fille et des fois voit un garçon. Alors globalement, on voit plutôt une fille. Je pense que le choix du prénom aussi oriente vers ça. Peut-être que le fait que Maddy soit non genrée, par exemple, justement, je voulais pas non plus que ce soit le propos du livre. C'est-à-dire que ça me semblait important. Ça me semblait important. Je me suis dit, bon, si ce livre existe un jour, qu'il est publié, ça pourrait être chouette en fait que cette question, que ça existe sans que ce soit pointé. C'est pareil pour ses parents. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ne puisse pas savoir si c'est deux papas ou deux mamans ou un papa et une maman. Mais je ne voulais pas non plus que ce soit le sujet du livre. Et je me suis dit, c'est génial, si en fait on commence, nous les autoristes, à faire ça, voilà, ça peut-être au bout d'un moment, ce ne sera pas remis en question comme l'hétéronormalité n'est pas remise en question. Donc il y avait, ça d'une part, mais le plus important pour moi dans Maddy, c'est le rapport à l'autorité et à l'abus de pouvoir. Pour moi, c'est un peu une métaphore de qu'est-ce qu'on peut faire face à une autorité défaillante. Et je me suis demandé à chaque fois quelle serait la meilleure façon pour Maddy de réagir. Est-ce qu'il faut en rire? Est-ce qu'il faut se casser? Est-ce qu'il faut...
aller de l'avant et dans un décor en plus qui est dont les frontières sont floues. Alors évidemment, c'est bien de lire ce livre pour voir ce qu'il raconte, ce qu'il est en valeur en accord avec les valeurs qu'on porte. Et puis aussi par rapport au contenu de l'histoire, qu'est-ce que va retenir mon enfant de cette histoire? Est-ce que cela va le questionner? Est-ce que cela va plutôt bousculer les idées qu'il avait? Est-ce que ça va le conforter dans les idées qu'il avait déjà en lui? Un livre est fait pour accompagner l'enfant dans tous ses apprentissages, pour qu'il grandisse, pour qu'il s'épanouisse. Est-ce que ce livre va plutôt l'aider à grandir, ou est-ce que finalement l'idée est que le livre finalement fasse en sorte que l'enfant se trouve, questionne son identité et puis s'éveille et puisse grandir comme il le souhaite? Est-ce que ce livre va plutôt aller à l'encontre de ça, ou justement l'aider à se découvrir et à s'épanouir en tant qu'enfant et adulte ensuite? Dans le travail de ces deux autrices et illustratrices, on traverse des situations et des paysages qui nous posent question, mais qui éveillent surtout chez nous des émotions et des sentiments. Si ces autrices ont accordé particulièrement d'attention au non-genre de ces émotions, ce n'est pourtant pas toujours le cas. En effet, la société a tendance à hiérarchiser les émotions en fonction de notre genre et à classer nos sentiments, surtout le sentiment amoureux. En gros, les émotions, c'est quelque chose qui est intense et court, contrairement aux sentiments qui seraient plus durables et aussi plus conscientisés. Il y a aussi, donc ils utiliseront, par exemple, les émotions, ce serait quelque chose de fort et qui dure pas très longtemps, et les sentiments seraient quelque chose de plus réfléchi, qui serait plus facile à mettre en mots, etc. Les émotions et les sentiments sont vraiment genrés, c'est-à-dire que en fait, le monde social est genré d'une manière générale, je vais aller simple, les émotions sont du côté des femmes. La plupart, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, historiquement, ça a été mis de leur côté parce que c'était en lien avec le fait qu'elles perdaient leur tempérament avec leurs règles. Ça a été construit comme ça. Et à l'inverse, il y avait le côté des hommes qui était, en fait, on oppose généralement, les dichotomies droit, courbe, chaud, froid, donc émotion, raison, reposent sur la dichotomie femme-homme, en fait, et ont été comme ça. Donc, généralement, les émotions sont du côté des femmes. La seule et l'unique qui est considérée comme masculine, c'est la colère. La colère, alors pourquoi? D'une part parce que je pense qu'elle a un caractère plus noble dans la mesure où si elle peut être rattachée à tout ce qui est agonistique ou à les batailles, etc., ou à le fait de se frapper, de se battre, etc., qui peut être mal vu, d'un côté positif, on luttera pour soi, pour sa reconnaissance, pour se faire entendre, pour les révolutionnaires, voilà, aussi, c'est le combat, le fait d'être en colère est légitime et justifié. Et ce qui était marrant, c'est qu'on associe moins ça aux femmes, et quand elles sont en colère, vite vient l'hystérie. La joie. Qui est joyeux ici? Tout le monde? Ouais. Mais la façon que nous avons de traiter les émotions est genrée. Donc, au fil des siècles, c'est mis en place un système qui voit notamment le côté féminin comme plus apte aux émotions. C'est le stéréotype qui voudrait que les femmes soient émotives, incapables presque d'être rationnelles, soumises à des grosses émotions, à des tristesses par exemple, une grosse tristesse. À l'inverse, pour les garçons et pour les hommes, on a eu plutôt tendance à les couper de leurs émotions, et au final, ce qui reste de cette palette d'émotions est surtout la colère. C'est la colère qui est l'émotion qu'on considère comme masculine. On peut faire des hypothèses. En toute probabilité,
c'est le fait que la colère est associée à l'énergie, à la violence, à l'agressivité. Donc on a une véritable méconnaissance de ce sentiment lorsqu'il s'agit des femmes, avec des répercussions qui sont psychologiques, bien évidemment, parce que notre colère n'est pas prise en compte, et aussi sociale. Pourquoi? Parce que quand on a une femme en colère, qu'est-ce qu'on dit en général? Soit elle est triste, soit on la traite d'hystérique. C'est l'adjectif qu'on utilise pour dévaloriser ce qu'elle est en train de vivre, d'expérimenter, et par conséquent aussi ce qui la met en colère. Donc avec ce traitement biaisé de la colère féminine, on ne prête jamais attention aux raisons qui poussent les femmes à se mettre en colère. Ce qui a un impact aussi sur la prise en charge sociale et culturelle de ces raisons qui mettent les femmes en colère, de cette émotion. Alors sur le sentiment amoureux, la construction du sentiment amoureux, j'ai vu durant ma thèse qu'en fait, le sentiment amoureux a d'abord, la première chose qui choque, c'est qu'il a un âge, ensuite il a un genre, puis il a une classe sociale. Donc je vais dans l'ordre. L'âge, pourquoi? C'est-à-dire que on apprend progressivement aux enfants, donc on, c'est parents, adultes, professeurs, animateurs, que en fait l'amour c'est quelque chose pour les grands, fait par les grands et entre eux. Les enfants peuvent connaître ce sentiment-là, mais c'est des formes primaires, ou c'est des amourettes. Donc on voit ça et on voit qu'ils les intériorisent fortement, c'est-à-dire que quand on leur pose la question de savoir est-ce que c'est la même chose d'être amoureux ou c'est quoi le plus fort, ils trouvent, les enfants sont d'accord avec les adultes pour dire que c'est chez les adultes que c'est le principal, le principal et le plus important des sentiments à avoir, alors que chez les enfants ce serait plutôt l'amitié. L'amitié est quelque chose d'enfantin. Les adultes, eux, s'amusent pas. Eux, ils boivent des coups, ils boivent du vin avec d'autres adultes en parlant. C'est pas drôle, quoi. Ils s'amusent pas, ils ont pas des vrais amis. Parce que les amis, il faut jouer avec pour que ce soit de véritables amis. En plus de ça, en fait, très rapidement, le sentiment amoureux acquiert un genre. Et le genre est un genre féminin. C'est-à-dire que, et là, pour le coup, ils ont énormément d'exemples. Donc là, ça ne marche pas seulement sur des injonctions à se moquer des garçons parce qu'ils seraient amoureux, mais c'est parce que face à eux, les principales interlocutrices et les principales personnes qui voient parler d'amour sont des femmes. Ils en discutent avec leur mère, c'est leurs mères qui sont les plus intéressées, puis avec leurs sœurs. Tout ça fait que, en fait, mécaniquement, ils voient les filles qui sont plus intéressées par ce sentiment amoureux-là. Et donc, progressivement, il acquiert un genre. Et ce genre féminin est d'autant plus défendu que après, les garçons se font traiter d'amoureux, c'est ce qu'ils disent dans la cour de récréation, quand et ça occasionne beaucoup de pleurs. C'est là où j'ai vu le plus de pleurs dans la cour de récréation, c'était quand on les traitait d'amoureux, vraiment. Alors là, c'était... et puis, ça pouvait... amener à des bagarres. L'éducation différenciée des garçons les pousse à, comme je disais tout à l'heure, les pousse à se couper des émotions, en particulier à adhérer à cet idéal qui voudrait les garçons et ensuite les hommes être forts, durs, énergiques, et donc à ne jamais ressentir des émotions comme la tristesse ou la peur. La phrase que tout le monde connaît et que tout le monde a entendue au moins une fois dans la vie, c'est « les garçons ne pleurent pas ». Ce qui est terrible, là aussi pour le développement psychologique individuel, mais aussi sociétal. Psychologique individuel parce qu'on a un garçon qui est coupé d'une partie de lui-même et donc il n'a même pas la possibilité de développer la sensibilité et la capacité aussi à gérer cette tristesse, mais aussi d'un point de vue sociétal, parce que ça crée puis des adultes qui ne sont pas capables d'empathie et donc qui ne sont pas aussi capables de faire attention aux sentiments des autres, qui ne sont pas capables du soin, en fait. Quand je disais aussi à la fin qu'il y avait une classe sociale, en fait, la classe sociale vient remettre un petit peu en cause l'âge et le genre du sentiment. C'est-à-dire que, en fait, les personnes qui parlent le moins
de sentiments amoureux et qui les mettent moins en scène, c'est pas parce qu'ils ressentent moins le sentiment, c'est juste que les règles de sentiment font qu'ils les mettent les plus à l'écart et que ça les concerne moins, sont les enfants des classes populaires. Parce que pour eux, le sentiment amoureux est clairement adulte et il est clairement pour les femmes. Donc si eux, en tant que garçons, eux, en tant qu'enfants garçons, ils n'y ont pas le droit, ils le savent bien. Et à mesure qu'on augmente dans l'espace social, en fait, cet âge et ce genre de sentiment est progressivement remis en cause. C'est-à-dire que on voit dans les classes supérieures que les pères sont plus investis dans l'éducation sentimentale des enfants. Et donc, comme ils y intéressent plus facilement les enfants, ça veut dire que les enfants ont l'impression que déjà c'est plus un sujet pour eux. Et d'autre part, comme c'est un homme qui s'intéresse à un truc de femme, et en fait, si mon papa c'est un homme et qu'il me parle ça, c'est que c'est pas que pour les femmes en fait. Et en fait, ça fait que ça remet en cause un petit peu, ça remet en cause le genre du sentiment et fait qu'ils y sont plus investis, et notamment à mesure qu'on augmente dans la hiérarchie sociale. Et donc voilà, et ça c'est vraiment, pour résumer les vecteurs, c'est l'éducation sentimentale par les parents, c'est vraiment les injonctions par les pères, PIRS, et tout ce qui est culture matérielle, quoi, où là, vraiment, c'est inscrit sur les corps. Hein. Qui porte des choses d'amour, c'est les filles. Et après aussi, quand ils mettent, mais même aussi c'est intéressant, même dans les histoires d'amour, à part quand déjà les trucs qui concernent que les enfants dans les dessins animés, c'est assez rare, et c'est aussi l'amour, quoi. L'amour, et c'est des adultes, quoi. C'est aussi ça, le vrai amour est là, quoi. Donc voilà. Les médias et les pères sont PAIRS, c'est aussi et notamment pour quand ils sont plus grands, pour les sentiments type amoureux, etc., où il y a une forte, où ils ritualisent le sentiment, c'est-à-dire que notamment les filles dans la cour de récré s'amusent à reproduire le sentiment amoureux, à refaire avec leurs copines les histoires d'amour qu'elles ont vues de leur héroïne préférée. Il serait vraiment temps de revoir un peu nos héros et héroïnes, afin d'envisager une société non sexiste, plus féministe, qui encourage l'éducation non genrée de nos enfants, afin de promouvoir une réelle égalité des chances dès la petite enfance. Les licornes, alors non, la science, le rose,